Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, nous parlerons mobilité propre avec le COO de FreeNow. La plateforme de VTC et taxi s'engage à devenir net zéro carbone d'ici 2030, ce qui veut dire plus aucune émission dans les 100 villes européennes où elle opère. Comment prévoit-elle d'atteindre cet objectif ? Pourquoi la mobilité est un enjeu majeur de la transition écologique ? Nous lui poserons toutes ces questions en début d'émission. Notre débat RSE du jour portera sur l'indice de réparabilité. Entré en vigueur au 1er janvier, nous avons désormais, grâce à une petite étiquette, plus d'informations sur le caractère réparable ou non de nos achats. Sur quels produits cet indice s'applique ? Comment est-il calculé ? Nous poserons ces questions à Stéphane Hoquet, membre du Commissariat général au développement durable, qui a travaillé sur cet indice de réparabilité, ainsi qu'à Laetitia Vasseur, cofondatrice et déléguée générale de l'association HOP. Enfin, notre bonne idée du jour est celle de Jean-Francis Bloch. Il est directeur général de BEFC. BEFC ou la pile écologique de demain. Une pile qui génère de l'électricité à partir de papier et d'enzymes. Il sera avec nous en toute fin d'émission pour nous parler de cette nouvelle manière de produire de l'énergie plus durable et plus pratique. Mais d'abord, c'est bien sûr l'invité du jour. Notre premier invité est Sébastien Aubel, ancien CEO de Captain, aujourd'hui FreeNow, une plateforme de VTC qui fait le pari du net zéro carbone. Bonjour Sébastien Aubel, vous êtes avec nous en visio. Bonjour Eva et merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Cet objectif net zéro carbone, c'est une volonté pour vous de vous démarquer des plateformes concurrentes ? C'est une volonté de nous démarquer, c'est aussi une volonté de répondre aux attentes des utilisateurs. On le voit très clairement, de plus en plus les utilisateurs se soucient de l'impact carbone de leur déplacement. Et puis c'est aussi une manière pour nous de répondre justement à cette volonté d'avoir une forte responsabilité environnementale et sociétale qui est dans l'ADN de notre entreprise. Vous vous donnez donc 9 ans pour électrifier toute votre flotte. Comment comptez-vous y arriver ? En effet, on se donne 9 ans pour y arriver et on serait en fait en avance de 20 ans par rapport aux objectifs des accords de Paris. En fait, on a quatre piliers pour arriver à cet objectif. Et on va justement allouer près de 100 millions d'euros sur ces presque 10 ans pour réaliser ces objectifs. Le premier objectif, c'est déjà justement d'aider nos chauffeurs partenaires à faire cette transition écologique. Donc on va mettre en place un certain nombre de bonus pour que eux justement acquièrent ou transitionnent vers ce type de véhicule et aussi les aider pour que ces types de courses soient plus attractifs pour eux financièrement. Oui, parce que Sébastien Aubel, une petite question, je rebondis sur ce que vous me dites. En effet, comment les intégrer, ces chauffeurs qui pour la plupart, on le sait, ont déjà des voitures ? Oui, absolument. Donc actuellement, on estime par exemple sur l'Île-de-France que dans nos chiffres à nous, actuellement déjà 23% des chauffeurs partenaires ont un véhicule hybride. Mais nous, on veut vraiment faire cette transition vers des véhicules 100% électriques. Donc pas juste hybrides, mais vraiment à base de véhicules électriques. Donc il va falloir les accompagner. Il va falloir les accompagner financièrement. Il va falloir les accompagner en termes de partenariat qu'on va mettre en place, nous, avec des constructeurs pour avoir des prix plus attractifs pour que financièrement aussi, ce soit quelque chose qui soit vraiment attractif. Donc ça, c'est tout un ensemble de mesures qu'on met en place, qu'on a déjà commencé à mettre en place depuis l'année dernière. Actuellement, par exemple, on a près de 800 véhicules 100% électriques sur l'agglomération parisienne. C'est la plus grande flotte de véhicules 100% électriques. Ouais. Vous voulez continuer sur les différentes manières avec lesquelles vous allez pouvoir électrifier cette flotte ? Absolument. Le deuxième axe, c'est en fait de justement soutenir les usagers pour justement les inciter à utiliser notre flotte verte. Donc là, on est en train de regarder
différents mécanismes. Au Portugal, par exemple, on est en train de tester des courses en véhicules 100% électriques qui sont 8% moins chers que les courses standards. Donc là, on a différents mécanismes qu'on est en train de tester. Et Ça, enfin, un troisième... C'est une difficulté en plus pour vous, j'imagine, parce que vous êtes établi dans plusieurs villes européennes. Donc là, vous parliez du Portugal, on parlait de l'Île-de-France juste avant. C'est pas facile d'électrifier une flotte. Voilà, j'imagine que des infrastructures sont plus ou moins aidantes dans certaines villes européennes, peut-être dans d'autres un peu moins. Absolument, c'est complexe, c'est pour ça que ça prend 10 ans, puisqu'en effet on est fortement dépendant des infrastructures de recharge. Donc là c'est vraiment un travail de fond qu'on va commencer à mener avec les autorités publiques pour faire en sorte que tous les éléments soient mis en place pour atteindre cet objectif. Spécifiquement sur la région parisienne, par exemple, on a mis en place depuis 3 mois un partenariat avec la RATP pour mettre en place des bornes de recharge exclusivement pour les chauffeurs partenaires de FreeNow. Donc ça, ce type de partenariat, c'est quelque chose qu'on va être amené à multiplier sur les semaines et les mois qui vont venir. Mais bien évidemment, il faut qu'on travaille de concert avec les autorités publiques. Vous êtes confiant sur l'évolution dans ce sens des infrastructures au niveau européen, au niveau français ? Vous savez, vous êtes sûr que vous allez être aidé dans ces prochaines années ? Alors, ça avance. Il y a encore du chemin à parcourir. Il y a eu des annonces récentes qui ont été faites aussi sur Paris pour justement multiplier ces bornes de recharge rapides aussi, puisqu'il faut aussi avoir accès à des bornes de recharge rapides, que ce soit en milieu urbain ou en milieu périurbain. Donc, il y a certains pays qui sont plus ou moins avancés en la matière. On voit des progrès en France. On a encore du chemin à parcourir, mais oui, je suis confiant parce que c'est une tendance de fond. Et c'est pour ça qu'on a vraiment voulu prendre les devants et être leader en la matière, parce qu'on pense que c'est quelque chose qui va vraiment structurer notre industrie. Oui, pourquoi il est important pour vous, Sébastien Aubel, d'aller aussi vite ? Vous me disiez tout à l'heure que vous alliez prendre 20 ans d'avance sur les accords de Paris. Pourquoi c'est important pour vous, ça ? C'est important parce que nos usagers le demandent. C'est important parce que ça fait partie de l'ADN de notre entreprise. On a toujours voulu avoir un temps d'avance en termes de RSE, anciennement chez Captain et maintenant chez FreeNow. Vous voulez faire office d'exemple aussi ? En exemple, c'est déjà on n'a pas attendu cette annonce pour commencer à travailler sur notre flotte électrique. Donc c'est une flotte qu'on a mise en place déjà l'an dernier, qui a grandi au fil des mois. Donc maintenant près de 800 véhicules. En termes de responsabilité sociale, l'an dernier on a mis en place aussi l'arrondi solidaire, où nos usagers peuvent choisir d'arrondir le montant de leurs courses, et le différentiel est donné à une association caritative. Donc ça, c'est le type d'initiative qu'on cherche à mettre en place, parce qu'on pense que ça fait partie de notre responsabilité aussi. Et voilà, on a toujours aussi cherché à avoir une approche différente des acteurs plus traditionnels dans le monde du VTC, qui historiquement se sont plus montrés en opposition par rapport aussi aux autorités publiques, et peut-être aussi par rapport à la responsabilité et le bien commun. Donc nous, on a voulu avoir une approche différente. Vous parliez de l'enjeu, de votre rôle à jouer. La pollution de l'air, c'est la 3e cause de mortalité en France, selon Santé publique France. Vous êtes conscient de ça, que vous avez un rôle à jouer là-dessus? Absolument, on a un rôle à jouer. On sait que pour l'instant, l'activité de VTC n'est pas encore, est loin d'être net zéro carbone, mais on doit travailler dessus. C'est évident. Et la responsabilité de notre plateforme, c'est aussi d'accélérer ce processus, puisqu'on a peut-être les moyens d'effectuer cette transition plus rapidement, et aussi de contribuer à enlever des voitures de particuliers des routes parisiennes et des routes de toutes les villes européennes. Donc absolument, on a un rôle très important à jouer. J'ai une question, Sébastien Aubel. Qu'en est-il des villes moyennes ? Parce qu'on parle souvent des grandes métropoles comme Paris, là j'imagine comme Lisbonne, quand vous parliez du Portugal. Au niveau des infrastructures, j'imagine que c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est pas pareil, on parle souvent des grandes métropoles, mais qu'en est-il des villes peut-être un peu plus petites, où il sera peut-être plus compliqué d'électrifier une flotte ? Les enjeux restent les mêmes. Bien évidemment, il faudra travailler aussi avec les pouvoirs publics, mais je pense qu'aussi dans les villes moyennes, les entreprises prennent conscience les autorités prennent conscience
de ce changement qui est effectué. Mais nous, on ne se repose pas uniquement sur les efforts faits conjointement avec les autorités publiques. On avance nous-mêmes nos propres initiatives. La borne de recharge dont je vous parlais avec la RATP, c'est quelque chose que nous avons poussé. De même, on va mettre en place des bornes de recharge rapides là, au deuxième trimestre avec Shell. Donc là, ce sont aussi des partenaires privés. Donc nous, notre ambition, c'est vraiment d'atteindre cette neutralité sur l'intégralité des villes où on opère. On opère sur 100 villes en Europe, y compris des villes de taille moyenne. Et c'est d'ailleurs là aussi la différence que par rapport aux annonces que certains de nos concurrents ont faites, c'est que nous, on veut vraiment couvrir l'intégralité de nos villes d'ici 2030. Donc voilà, c'est notre ambition. Une dernière question, Sébastien Bel, avant de se quitter. Vous êtes aussi engagé sur la micromobilité pour les trajets courts, trottinettes, scooters électriques. À quelle échéance ces services arriveront-ils en France ? Alors, on aurait déjà voulu souhaiter en fait lancer une offre de vélo électrique un peu plus tôt, en fin d'année dernière. On a dû décaler pour cause de confinement, pour cause aussi juste de période hivernale. C'était pas le moment opportun. Donc, c'est quelque chose qu'on va lancer en 2021 au moment le plus opportun. Donc, je peux pas encore vous dire exactement quand. Mais en fait, c'est quelque chose une voie sur laquelle on s'est déjà très fortement engagé en Allemagne, puisque là-bas, nous offrons des trottinettes électriques, des vélos électriques, des scooters électriques. Et on continue à multiplier les modes de transport électrique. Et c'est quelque chose en 2021 qu'on va généraliser sur plus de villes en Europe. Paris en fera partie. Et c'est très important puisqu'on estime que sur les trajets courts, la multimobilité permet de réduire les émissions carbone d'à peu près 80% par kilomètre. Donc c'est important de travailler sur cet axe-là aussi. La micromobilité en réponse également et qui fait partie donc de votre stratégie net zéro carbone. Merci beaucoup Sébastien Aubel d'avoir partagé votre stratégie avec nous aujourd'hui. Vous êtes, je le rappelle, COO de FreeNow. C'est maintenant l'heure de notre débat RSE. On parle réparabilité de nos achats. Smart Impact, dans le débat RSE aujourd'hui, on parle indice de réparabilité. Vous l'avez peut-être manqué, mais depuis le 1er janvier, des petites étiquettes ont fait leur apparition sur certains produits, un indicateur de leur caractère réparable ou non. Alors à quoi ressemble-t-elle ? Quels produits sont concernés ? Nous allons demander à nos deux invités, Laetitia Vasseur, cofondatrice et déléguée générale de l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Bonjour. Bonjour. Et Stéphane Auquet, membre du commissariat général au développement durable, qui a justement travaillé sur cet indice de réparabilité. Il nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux. Ma première question, Stéphane Auquet, est-ce qu'on peut déjà les trouver, ces étiquettes, dans nos magasins, ou est-ce qu'il est encore un peu tôt ? Alors, on peut déjà les trouver. Les textes qui instituent cet indice sont parus le 31 décembre 2020. Entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Mais certains fabricants avaient déjà anticipé en le mettant en ligne dès le 30 décembre. Et on voit dans les enseignes de vente et sur Internet, puisque l'affichage doit se faire sur place, mais également sur Internet. En ligne. Donc on voit déjà un certain nombre de produits qui sont effectivement affichés avec une étiquette et une note de réparabilité. Cette étiquette, elle entre dans le cadre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Quel message vouliez-vous envoyer aux consommateurs français avec cette étiquette ? Alors cette étiquette, effectivement, elle rentre dans le cadre d'une des dispositions de la loi anti-gaspillage, mais elle venait déjà de la feuille de route économie circulaire et est le résultat de 2 ans de travail qui était destiné à envoyer le message que les appareils doivent être sans doute plus réparables pour allonger leur durée de vie, pour lutter mieux contre l'obsolescence programmée, et puis aussi, parce que c'est un des objectifs de la loi, de mieux prévenir tous les déchets. On ne compte plus les téléphones portables qui s'amoncellent dans les tiroirs parce qu'ils sont usagés, cassés ou simplement plus à la mode. Laetitia Vasseur, c'était une mesure nécessaire ? Oui, je pense que c'était très important. C'est un premier progrès. Après, pour nous, c'est pas encore la révolution, parce que vraiment là où on aura vraiment un vrai progrès pour les consommateurs, c'est quand on aura l'indice de durabilité. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est dans la loi, mais c'est pour 2024. Il faudra cumuler avec l'indice de réparabilité ? Ça sera plutôt a priori une fusion des deux, c'est-à-dire que l'indice réparabilité, c'est une première étape pour aller vers cet indice de durabilité qui aura du coup des critères aussi sur la fiabilité et la robustesse des produits. Parce qu'un produit qui est réparable, c'est bien. Un produit qui dure, qui est fiable,
c'est mieux parce qu'au final, la réparation reste à notre charge. Et donc, en tant que consommateur et même pour la planète, je pense que voilà, l'indice de durabilité sera d'autant meilleur. Mais on peut quand même saluer ce progrès qui est significatif sur la réparabilité. Ouais. Et qui va aider le consommateur à comprendre. C'est vrai qu'avec une petite étiquette, on saura tout de suite. Stéphane Oquet, expliquez-nous alors à quoi va ressembler cette étiquette. Peut-être qu'on va voir une image à l'écran. Expliquez-nous à quoi elle va ressembler. Alors, elle ressemble déjà à une étiquette avec une note sur 10 et 5 couleurs possibles selon la note de 1 à 10, évidemment. Plus c'est vert, plus c'est réparable. Et c'est en fait une décomposition d'une note d'un certain nombre de scores sur 5 critères et un certain nombre de sous-critères qui en fait permettent d'essayer de prendre en compte l'ensemble des informations ou des éléments qui sont nécessaires aux consommateurs pour déterminer si un produit est plus ou moins réparable. La disponibilité des documentations techniques, pas seulement la notice utilisateur, hein, mais ça peut aller jusqu'au produit éclaté. La disponibilité des pièces détachées, l'accessibilité pour la démontabilité et remontabilité, un critère qui porte sur le prix des pièces détachées ramené au prix total du produit, et des critères spécifiques selon les catégories de produits, par exemple pour les machines à laver, la présence ou pas d'un compteur d'usage ou la possibilité d'avoir une assistance à distance de la part du constructeur. Et la responsabilité de noter ces produits, elle incombe aux fabricants, c'est bien ça ? Alors, elle incombe aux fabricants dans le cadre de textes qui sont extrêmement précis et extrêmement détaillés, des grilles de notation qui sont détaillées sous-critère par sous-critère. Ce ne sera pas facile pour le fabricant de se donner un 9 sur 10, quoi. Il faudra quand même respecter un certain nombre de critères. En tout cas, à sa place, j'éviterais, parce que d'abord, si ça ne correspond pas à une réalité de réparabilité, ça pourrait éveiller des soupçons de tous. Et ensuite, non, vous pouvez aller sur le site du ministère pour voir sur l'indice de réparabilité. Nous fournissons à titre pédagogique les grilles de notation sur Excel qui sont extrêmement détaillées. Et on voit bien qu'un producteur, un fabricant, il ne peut pas choisir la note qu'il arrange. Il doit se positionner par rapport à une note qui correspond effectivement aux caractéristiques du produit. Laetitia Vasseur, on est sur des produits plutôt d'électroménager et électronique, c'est bien ça ? Oui, aujourd'hui, il y a 5 catégories de produits qui sont concernés. Les ordinateurs portables, les smartphones, les télévisions, les tondeuses à gazon et les machines à laver. Donc, ces catégories de produits, c'est déjà un bon début. Après, c'est vrai qu'il faut étendre l'indice de réparabilité à d'autres catégories. On aura rapidement, certainement, les tablettes ou les lave-vaisselle qui sont dans des familles assez similaires. Et après, il faudra vraiment travailler pour que ça soit beaucoup plus élargi, parce qu'il faut qu'on soit capable de faire un choix éclairé entre un produit et un autre, lequel est le plus réparable. Ça va vraiment beaucoup compter pour allonger sa durée de vie. Donc c'est vraiment essentiel qu'on puisse avoir progressivement de plus en plus de catégories de produits qui soient concernés. Oui. Est-ce qu'on a l'impression d'un retour en arrière, de se rendre compte que des produits électroménagers comme une machine à laver peuvent durer en fait plus que 5 ans ou 10 ans si elle peut être réparée ? Je pense qu'il y a eu une certaine frustration des consommateurs qui sont confrontés à des produits qui tombent en panne un peu trop rapidement et en effet qui peut-être parfois ont oublié le réflexe de la réparation ou s'y sont confrontés et ont été face à des freins aussi. Le prix d'une pièce qui est excessive, parfois des gens qui ne savent pas vers qui se tourner. Et donc je pense que l'indice de réparabilité va aussi aider à lever un certain nombre de freins et à rendre la réparation plus accessible, plus facile. Plus de proximité aussi, puisque là maintenant on a du coup une offre qui se développe de réparateurs qui vont être aussi plus disponibles. C'est ça, il faudra que les fabricants aussi s'impliquent peut-être dans cette offre de réparation ? Oui, en partie. Après, ce qui est intéressant avec l'indice selon l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée, c'est que plus on a une bonne note, plus ça veut dire que c'est réparable par tout à chacun. Donc c'est vraiment la démocratisation de la réparation. Et nous, on ne voulait pas que la réparation soit gardée entre les mains du fabricant ou du distributeur. Il faut vraiment que chacun, avec des outils du commerce, puisse aussi réparer des petites choses simples à réparer. Après, bien sûr, les réparateurs professionnels ont un rôle essentiel à jouer, mais c'est important de noter que c'est vraiment, plus on a une bonne note, plus ce sera ouvert à tout à chacun. Et ça, c'est vraiment important.
Et voilà, je pense qu'en face de ça, il y a une offre aussi qui se développe, autant d'accessibilité des pièces détachées, parce que même si on veut réparer tout seul, il faut qu'on ait la pièce en face. Et il y a plein de sites qui se développent, et ça, c'est plutôt positif, oui. Stéphane Oquet, c'est par ces mesures. Oui, vous vouliez réagir ? Je voulais confirmer complètement. D'abord, au moment de la conception de l'indice, on a tenu à ce qu'il y ait une sorte de surprime à la possibilité d'autoréparation, dans toutes les conditions de sécurité, bien entendu, mais permettre effectivement de l'autoréparation et donner une note supérieure pour les produits qui pouvaient éventuellement être autoréparables. Et puis, sur l'évolution, on observe, et c'est corrélé avec la sortie de l'indice, même si... Il est peut-être un peu tôt encore. Non, mais d'ores et déjà, il y a des enseignes de distribution qui se lancent dans la vente de pièces détachées à grande échelle. Ça, c'est très récent, mais une enseigne très connue qui vient d'annoncer qu'il se lançait dans la vente de pièces détachées, d'une part. Et d'autre part, on a un certain nombre de contacts avec des fabricants qui, d'ores et déjà, nous ont dit que l'indice leur avait fait repenser et peut-être retarder la sortie de leur dernier produit pour sans doute mieux l'éco-concevoir et dans l'objectif effectivement de le rendre alors un peu plus réparable, pas seulement dans l'objectif d'avoir une meilleure note de réparabilité, mais dans l'objectif effectivement de prendre ce virage qui, à mon avis, est quand même un virage, une inflexion importante désormais dans la conception des produits. C'est ça, un virage plus global. Absolument. Et alors, il y a d'ailleurs une grande marque que je ne citerai pas, mais tout le monde la connaît, qui est réputée pour ne faire que des choses, que des pièces propriétaires, que des produits qu'on n'ouvre pas, etc., qui vient d'annoncer que désormais, il vendait en France, il rendait accessible à la vente aux réparateurs et au public la vente de ces pièces détachées, alors qu'avant, ils procédaient exclusivement sur leur circuit agréé, dans leur marque store. Donc on fait avancer les fabricants, les distributeurs. J'ai un chiffre, en 2020 en France, seulement 40% des appareils électriques et électroniques en panne sont réparés. Est-ce qu'avec cet indice de réparabilité, vous avez un objectif peut-être à horizon 2030 ? Voilà, est-ce qu'il y a un objectif concret de faire baisser ce pourcentage ? D'augmenter ce pourcentage. Vous avez lu effectivement l'étude d'impact de la loi, puisque l'objectif est de passer de 40 à 50, 60% peut-être de produits réparés, ou en tout cas qu'on essaye de réparer quand ils tombent en panne. D'ici à ? Il y a une date précise ? Alors, d'ici 2030, effectivement, mais en fait, on va essayer d'être attentif à l'évolution et à la tendance, parce que là-dessus, on est quand même dans une démarche qui est pour le coup innovante. Si ça arrivait avant 2030, ce serait une bonne surprise, mais c'est aussi un objectif. Laetitia Vasseur, avant de se quitter, une dernière question. La crise, selon vous, a-t-elle accéléré cette prise de conscience du consommateur qu'un objet n'était plus jetable mais réparable ? On le voit même sur le marché de la seconde main quand il s'agit du textile. Il y a eu une prise de conscience avec cette crise ? Oui, c'est vrai qu'à Hop, on a observé que pendant le confinement notamment, on avait proposé des articles sur comment bichonner ces objets et les réparer à la maison, parce qu'on se retrouvait parfois en difficulté avec des produits qui tombaient en panne et qu'il fallait bien réparer tout seul. Donc il y a eu un élan, il y a eu un engouement. La crise, je pense, en effet, renforce ce phénomène. Mais la prise de conscience, elle n'est pas que chez les consommateurs, parce que beaucoup de consommateurs veulent déjà réparer. Il y a beaucoup d'intentions de réparer et derrière, pas forcément les faits, parce que c'est pas toujours évident. Donc je pense que cet indice va aider. Mais moi, ce que j'observe aussi, c'est une prise de conscience, en effet, des professionnels, parce qu'il fallait aussi que les produits soient mieux conçus et qu'on ait vraiment une offre et des services derrière. Et ça, voilà, nous, on anime, par exemple, avec l'association Hop, le club de la durabilité, où on a de plus en plus d'entreprises qui prennent conscience que c'est important, soit qui font déjà des choses qu'on ne connaît pas, soit des entreprises qui veulent se transformer. Et on essaye d'accompagner ce mouvement, cet écosystème, parce que c'est vraiment important, finalement, de répondre à cette demande des consommateurs. C'est déjà la fin de notre débat. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous, nous avoir présenté cet indice de réparabilité. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
La bonne idée du jour, c'est celle de la start-up BEFC, une solution qui permet de générer de l'électricité à partir de papier et d'enzymes, comme une pile écologique au service pour l'instant de dispositifs médicaux, mais peut-être à l'avenir de la logistique ou d'autres secteurs. Jean-Francis Bloch, son directeur général, est avec nous. Bonjour. Bonjour. La première question que j'ai envie de vous poser, expliquez-nous déjà très rapidement comment à partir de papier et d'enzymes, on arrive à produire de l'électricité. Alors, en fait, souvent on nous dit, vous produisez des piles. Piles à combustible, oui. Sauf que nos combustibles, c'est d'une part le glucose, du sucre, et d'autre part l'oxygène de l'air. En fait, on a deux réactions relativement simples. D'une part, on va simplement prendre le glucose, on l'oxyde, on va créer un électron. De l'autre côté, on a besoin d'un électron pour changer l'oxygène en eau. Vous avez un courant, parce que les électrons bougent, vous avez une tension, vous avez une puissance. À quoi s'applique aujourd'hui votre technologie ? Je le disais un peu aux dispositifs médicaux, c'est ça, dans un premier temps ? Tout à fait. On a deux axes stratégiques forts. D'une part, tout ce qui est de la santé, et d'autre part, tout ce qui est, logistique. Dans la santé, on peut penser, par exemple, à des patchs pour patients diabétiques. Pourquoi ? Parce que nos solutions, comme vous pouvez le voir, elles sont fines, elles sont à base de papier, donc on peut en faire la forme que l'on veut. On peut les adapter aussi en termes de taille. Et donc, on a les patients diabétiques, on peut faire les tests de grossesse, par exemple. Mais également, vous savez, il y a tout le développement de tout ce qu'on appelle l'IoT, les capteurs à usage unique. Par exemple, les itelotests, quand vous voulez connaître la température ou l'humidité de l'atmosphère. Le problème, c'est qu'actuellement, la majorité de ces appareils électroniques utilisent des petites piles boutons. Et quelle que soit, la nature de ces piles, elles finissent, parce que c'est très difficile à recycler, en décharge. Donc c'était ça l'idée de base ? Absolument. C'est d'éviter de produire des piles qui vont être jetées et non recyclées. Exactement. Donc en fait, ce que l'on peut faire, nous on est à base de papier, et donc bien sûr, elles peuvent être recyclées. On essaye de regarder, sous l'égide de l'ADEME actuellement, les aspects bilan carbone, recyclage, etc. Et ça, c'est vraiment pour pouvoir mettre, des chiffres derrière simplement des concepts. Vous nous parliez de patch, par exemple. Oui. On est d'accord, donc qu'on est sur une solution uniquement pour de l'électronique de faible puissance. On est sur de la faible puissance. Pour donner des chiffres, typiquement, on fait de l'ordre de 1 milliwatt par centimètre carré. Donc c'est largement suffisant parce qu'actuellement, l'électronique fait toujours plus avec moins. Et donc on arrive non seulement à alimenter ces capteurs, après gérer l'électronique, conserver ces données, les stocker et ensuite les transmettre. Et donc vous le disiez, même sur ces produits de faible puissance, il y a un enjeu écologique important. Très important. Parce que, encore une fois, nous, dans nos solutions, on n'a que des matériaux biosourcés, on n'a ni métaux, ni plastique. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement, positif pour notre planète. Une dernière question, à quoi pourra s'appliquer votre solution à l'avenir ? J'ai l'impression que vous y avez un peu répondu à beaucoup de choses. Vous parliez donc d'objets, par exemple, même dans les transports ? On a, une myriade d'applications. D'Internet des objets, c'est ce que vous disiez tout à l'heure ? Par exemple, tout à fait. Alors, je vous remercie de nous inviter, Be Smart BFC, bien sûr. Et en fait, on a un slogan qui est « Together powers the future with nature ». Parce qu'on a vraiment une multitude d'applications. Et donc, ce qu'on recherche actuellement, c'est vraiment des partenariats industriels qui partagent avec nous notre vision de l'avenir en termes, d'innovation, de transition écologique pour aller vers un monde plus durable. Et vous en êtes où là-dessus ? Vous pouvez nous en citer un ou deux ? En général, nos clients... Non, on en a déjà des clients, mais c'est tellement stratégique pour eux. Actuellement, malheureusement, ils refusent de dire leur nom. Mais vous rassurez-vous, on a déjà des clients. En tout cas, merci beaucoup Jean-Francis Bloch d'avoir été avec nous, de nous avoir présenté BEFC, une start-up à suivre avec attention. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact. Vous retrouverez bien sûr Thomas Hugues demain à la présentation de ce rendez-vous. Merci à tous de nous avoir suivis et moi je vous souhaite une très bonne journée sur Bismart. Merci à vous. Merci, c'était très...